Je m'appelle Nicolas, j'ai 32 ans, et la dernière chose dont je me souviens, avant que l'obscurité ne m'envahisse, c'est la main de mon propre frère, arrachant mon assistance respiratoire du mur, pendant que mes parents se tenaient à 1 mètre de là, sans rien faire du tout. Avant de vous raconter le moment où le chirurgien est entré dans le bureau de l'avocat, et a lâché une bombe nucléaire sur ma famille, faites-moi une faveur. Allez dans la section des commentaires, et dites-moi d'où vous regardez. Je veux savoir qui est à mes côtés aujourd'hui. Le son d'un moniteur cardiaque est quelque chose auquel on ne s'habitue jamais vraiment. C'est un pépiment rythmique, mécanique, qui décompte les secondes de votre vie. Bip. 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 Pour moi, allongé dans ce lit de l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Maries, c'était la seule chose qui me rappelait que j'étais encore attaché à ce monde. Ma poitrine me semblait enserrée dans du fil de fer barbelé. Chaque respiration était une négociation. Je souffre d'asthme sévère et de complications pulmonaires depuis mon enfance, mais cette fois, c'était différent. Le stress de la semaine passée, les funérailles, les cris, tout cela avait abouti à un effondrement respiratoire total. J'étais sous oxygène à haut débit, alternant entre conscience et inconscience. La porte de ma chambre s'est ouverte dans un sifflement. Je n'ai pas eu besoin d'ouvrir les yeux pour savoir qui c'était. L'odeur d'un parfum cher, entêtant, a rempli l'air stérilisé. C'était Julien. Regardez-le, a ricané la voix de Julien. Ce n'était pas un murmure, il voulait que je l'entende. Allongé là comme un jouet cassé. Mon Dieu, c'est pathétique. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir. Mes paupières me semblaient en plomb. Julien se tenait au pied du lit, vêtu d'un costume de créateur noir qui coûtait probablement plus cher que la voiture de mes parents. Il avait l'air impeccable, l'enfant prodige. Derrière lui, près de la fenêtre, se tenaient ma mère, Linda, et mon père, Richard. J'ai essayé de lever la main pour demander de l'eau, de l'aide, n'importe quoi. Il veut quelque chose, a marmonné mon père, se déplaçant mal à l'aise. On devrait peut-être appeler l'infirmière. Ne t'embête pas, papa, a sèchement répliqué Julien. Il a contourné le lit. Il s'est penché sur moi, son visage se tordant en un masque de dégoût. Il n'a pas besoin d'une infirmière. Il a besoin d'un Oscar. Regardez cette performance. Julien, chérie, baisse la voix, a dit maman. Mais elle ne me regardait pas. Elle vérifiait son reflet dans la vitre assombrie, ajustant ses perles. Les gens pourraient entendre. Qu'ils entendent. Julien a ri, un son sec et strident. Il s'est penché près de mon visage. Je pouvais sentir l'alcool rassis sur son haleine, masqué par des pastilles à la menthe. Tu te crois si malin, n'est-ce pas, Nick? Tu joues le cygne mourant juste avant la lecture du testament. Tu penses que grand-père Arthur t'a laissé quelque chose parce qu'il avait pitié de toi? Tu essaies de faire culpabiliser maman et papa. J'ai secoué faiblement la tête. Le tube dans mon nez était la seule chose qui empêchait mon taux d'oxygène de chuter. Je voulais crier, je ne fais pas semblant. Je ne peux pas respirer. Mais aucun son n'est sorti. Arrête ça, a sifflé Julien. Ses yeux sont devenus froids. Glaciaux. Arrête de trembler. Arrête de faire semblant. Tu nous fais honte. Ma main a tremblé alors que je tendais le bras vers le bouton d'appel sur la barrière du lit. La main de Julien a jailli et a saisi mon poignet. Sa prise était écrasante. Non, plus d'infirmière. Plus de séances de pitié. Puis, il a fait l'impensable. De son autre main, il a atteint le support mural derrière ma tête. Il a attrapé le tube en plastique transparent qui alimentait en oxygène ma canule. Voyons à quel point tu es vraiment malade, a-t-il murmuré. Il a tiré d'un coup sec. Le tube s'est détaché du régulateur avec un sifflement distinct. Le flux d'air frais dans mon nez s'est arrêté instantanément. C'était comme si quelqu'un venait de me mettre un sac en plastique sur la tête. Mes poumons se sont contractés. La panique, primaire et électrique, a déferlé dans mes veines. J'ai haleté, ma bouche s'ouvrant en grand comme un poisson hors de l'eau, mais il n'y avait rien. Le moniteur sur le mur a commencé à hurler. Une alarme aiguë, implacable. Bip, bip, bip. Julien, la voix de mon père, mais il n'a pas bougé. Il ne s'est pas avancé. Il va bien, papa, a crié Julien par-dessus l'alarme, en jetant le tube par terre. Regarde, il retient juste sa respiration.
Il veut que tu aies pitié de lui pour qu'il puisse avoir l'argent de la maison. J'ai griffé les draps du lit. Ma vision a commencé à se rétrécir. Des points noirs dansaient devant mes yeux. J'ai regardé ma mère. J'ai croisé le regard de la femme qui m'a donné naissance. Aide-moi, ai-je articulé. Maman m'a regardé. Puis, elle a regardé Julien. Elle s'est mordu la lèvre. Nick, arrête ça. Respire normalement. Pourquoi faut-il toujours que tout tourne autour de toi? Elle s'est détournée. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, comme un oiseau piégé. La pièce a commencé à tourner. C'était la fin. J'allais mourir ici, tué par mon frère, ignoré par mes parents. L'injustice de la situation brûlait plus fort que le manque d'oxygène. J'ai senti mon corps devenir mou, la lutte m'abandonnant. J'ai fermé les yeux, acceptant l'obscurité. Mais la porte de la chambre de l'USI s'est ouverte avec fracas. Ce n'était pas le doux sifflement de l'ouverture automatique. Elle a été forcée. Éloignez-vous de lui. La voix était profonde, autoritaire, et tremblante de rage. J'ai forcé un œil à s'ouvrir. Un homme en blouse blanche avait fait irruption dans la pièce. C'était le docteur Marcus Sterling, le chef de la neurochirurgie, et, bien que ma famille ne le sût pas, l'un des plus vieux amis de mon grand-père. Julien a reculé, l'air surpris, mais pas coupable. « Qui diable êtes-vous ? Sortez. Nous sommes en plein moment familial. » Le docteur Sterling l'a ignoré. Il n'a pas regardé mes parents. Il s'est précipité à mes côtés, ses mouvements précis et urgents. Il a ramassé le tube par terre, l'a reconnecté au régulateur mural en un seul geste fluide, et a augmenté le débit. Le sifflement de l'oxygène est revenu. J'ai aspiré une bouffée d'air avide, désespéré. Ça brûlait, mais c'était doux. Le docteur Sterling a vérifié mes signes vitaux, le visage sombre. Puis, il s'est tourné lentement pour faire face à ma famille. À cet instant, il n'était pas seulement un médecin. Il ressemblait à un bourreau. Vous, le docteur Sterling a pointé un doigt vers Julien, sa main ne tremblant pas. Je devrais appeler la police tout de suite. Faites-le, a défié Julien, en croisant les bras. Mon frère est un hypocondriaque. Je prouvais juste un point. C'est sa parole contre la mienne. Vraiment, a demandé le docteur Sterling, sa voix baissant à un registre terrifiant. Vous pensez que parce que les stores étaient tirés, personne n'a vu? Vous pensez que parce que vos parents sont des lâches sans colonne vertébrale, vous êtes en sécurité? Mes parents se sont recroquevillés contre le mur. Je suis le chirurgien, a dit le docteur Sterling, en s'approchant de Julien. Je sauve des vies, mais je sais aussi comment régler un problème. Sortez de mon hôpital. Maintenant. Nous partons, a balbutié mon père, en attrapant son manteau. Viens, Julien. Nous avons la réunion avec l'avocat demain, de toute façon. Julien m'a lancé un dernier regard méprisant. Profite de l'air, Nick. Profite en tant que tu le peux. Une fois que j'aurai cet héritage demain, je couperai tes paiements d'assurance. Tu seras seul. Ils sont sortis. Ma mère n'a même pas jeté un regard en arrière. Je suis resté là, haletant, l'adrénaline se dissipant lentement pour laisser place à une résolution froide et dure. Ils me croyaient faible. Ils pensaient que j'étais le même Nicolas invisible et maladif qu'ils avaient intimidé pendant 30 ans. Le docteur Sterling a posé une main sur mon épaule. « Ça va, mon garçon ?» J'ai hoché la tête lentement, la gorge à vif. « Je suis en vie. »« Bien, » a dit Sterling. Il a sorti un petit morceau de papier plié de sa poche. « Parce que demain, il ne s'agit pas seulement de lire un testament. Votre grand-père et moi, nous nous sommes préparés à cela. » Julien pense qu'il a gagné. Il n'a aucune idée de ce qui l'attend. J'ai regardé le médecin, confus. « Que voulez-vous dire ?» Sterling a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. C'était un sourire de satisfaction sinistre. « Repose-toi maintenant, Nicolas. Demain, nous entrons en guerre. » Allongé là, écoutant le bip. Bip. Régulier du moniteur, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais le piège dans lequel ils allaient tomber. Pour comprendre pourquoi mon frère se sentait à l'aise d'essayer de me tuer dans une chambre d'hôpital, vous devez comprendre la dynamique de la famille Warren. Dans ma maison, il n'y avait pas assez d'amour pour 2 enfants.
Il n'y en avait que pour Julian. Dès le jour de la naissance de Julian, 2 ans après moi, je suis devenu un meuble. J'étais l'enfant d'essai, le brouillon. Je suis né avec de l'asthme et un système immunitaire fragile. Je coûtais de l'argent. Je prenais du temps. J'étais difficile. Julian. Julian était parfait. C'était un bébé de 4 kilos, avec des poumons comme une trompette et un sourire qui pouvait faire fondre la glace. Mon père, Richard, était un quarterback de lycée raté, qui a passé toute sa vie d'adulte à essayer de revivre ses jours de gloire à travers son fils. Ma mère, Linda, était une arriviste sociale qui avait besoin d'un trophée à exhiber au country club. Je n'étais pas un trophée. J'étais une facture médicale. Je me souviens très bien de mon 10e anniversaire. C'est gravé dans ma mémoire comme une marque au fer rouge. C'était un mardi. J'attendais sur le trottoir, devant mon école primaire. Tous les autres enfants avaient été récupérés. Les professeurs commençaient à me lancer ces regards apitoyés que je détestais plus que tout. « Ne t'inquiète pas, Nick, me disais-je. Ils sont juste en retard. Ils vont chercher le gâteau. » J'ai attendu 3 heures. Le soleil s'est couché. Le concierge m'a finalement laissé utiliser le téléphone du bureau. J'ai appelé à la maison. Pas de réponse. J'ai appelé le portable de mon père. Messagerie vocale. Finalement, à 19 heures, une voiture s'est arrêtée. Ce n'étaient pas mes parents. C'était grand-père Arthur. Il avait l'air furieux. Il m'a fait monter dans sa vieille Buick, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. « Où sont-ils, grand-père » ai-je demandé, en essayant de ne pas pleurer. « Ils sont allés à la finale de l'État » a marmonné grand-père. L'équipe de la Ligue junior de Julian s'est qualifiée pour les éliminatoires. Ils ont conduit 3 heures jusqu'à Albany. Ils m'avaient oublié. Grand-père n'a pas répondu immédiatement. Il a tendu la main et m'a serré le genou. Je ne t'ai pas oublié, Nicolas. Je ne t'oublierai jamais. Cette nuit-là, au lieu d'une fête, grand-père m'a emmené dans un dîner. Nous avons mangé des crêpes pour le dîner. Il m'a donné un cadeau emballé dans du papier journal. C'était un jeu d'échecs, sculpté à la main. « Écoute-moi, Nick » a-t-il dit, en installant le plateau sur la table collante. « Ton frère, il fait du bruit. Il demande de l'attention. Il est comme une tour, qui charge droit devant, renversant les choses. Mais toi, il a levé un cavalier, tu te déplaces de manière inattendue. Tu es silencieux. Le silence est le coup le plus fort sur l'échiquier. Ne les laisse jamais voir ta stratégie avant qu'il ne soit trop tard. » Ce conseil m'a sauvé la vie. En grandissant, j'ai appris à être invisible. J'ai arrêté de demander des choses. J'ai arrêté de m'attendre à ce qu'ils viennent à mes remises de diplôme ou qu'ils se soucient de mes notes. Je me suis réfugié dans mes carnets de croquis. Je dessinais des bâtiments, des paysages, des structures. J'ai trouvé la paix dans les lignes et les angles. À 25 ans, le récit familial était gravé dans la pierre. Julian était l'entrepreneur, ce qui signifiait qu'il créait des entreprises avec l'argent de papa et les mettait en faillite 6 mois plus tard. J'étais le maladif, qui travaillait de la maison et joignait probablement à peine les 2 bouts. Ils ne connaissaient pas la vérité. Ils n'ont pas demandé, alors je n'ai pas dit. La vérité, c'est que je ne joignais pas seulement les 2 bouts. Sous le pseudonyme de NW, j'étais devenu l'un des architectes paysagistes les plus recherchés de l'État. J'ai conçu les jardins zen pour la nouvelle place technologique du centre-ville de Denver. J'ai conçu le domaine privé d'un milliardaire du logiciel à Aspen. Pendant que mes parents refinançaient leur maison pour payer les dettes de jeu de Julian, issues d'un investissement au poker, j'achetais un Pantouz en ville. Mais je ne le leur ai jamais montré. Quand je leur rendais visite, je garais ma voiture une Porsche 911 Turbo S personnalisée, triple noire à 2 rues de là, derrière un vieux supermarché. Je faisais le reste du chemin à pied, portant des vêtements génériques de chez Walmart. Pourquoi? Parce que s'ils savaient que j'avais de l'argent, ils m'auraient saigné à blanc. Ils m'auraient culpabilisé pour financer le prochain désastre de Julian. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet de la chambre d'hôpital, me ramenant au présent. C'était Sarah, mon assistante de direction. Nick, sa voix était professionnelle mais inquiète. J'ai entendu dire que tu étais à l'hôpital. Veux-tu que j'annule la réunion avec le groupe Alloway? Non, ai-je croassé,
ma voix rauque à cause de la frayeur de l'intubation. Maintiens-la pour la semaine prochaine. Si je ne suis pas mort, j'y serai. Quel est l'état du contrat? Signé, a dit Sarah. L'acompte a été versé ce matin. 200 000 €. Le montant total du projet est de 1,2 million. Bien, ai-je dit. Transfère la moitié de l'acompte dans la fiducie sécurisée. Ne laisse pas un centime toucher mon compte chèque personnel, où ma famille pourrait voir un relevé s'il fouine. Compris. Et Nick, Monsieur Holloway a envoyé une corbeille de fruits. Je ne l'ai pas envoyé à l'hôpital parce que, eh bien, je sais que tu ne veux pas que ta famille voie le nom de l'expéditeur. Malin. Merci, Sarah. J'ai raccroché. 1,2 million. Ma famille me croyait au chômage. Ils pensaient que je mendiais des miettes. L'ironie était amère. Je pourrais acheter leur maison 3 fois. Je pourrais rembourser les dettes de Julien d'une simple signature, mais je ne le ferai pas. Pas après ce qu'ils ont fait à grand-père, et certainement pas après aujourd'hui. J'ai pensé à grand-père Arthur. Il était le seul à connaître ma carrière. C'est lui qui m'a encouragé à utiliser un pseudonyme. Protège ta récolte, Nick, avait-il dit. Les sauterelles ont faim. Grand-père était mort il y a 3 jours. C'est pourquoi nous étions tous là. C'est pourquoi Julien était désespéré. L'infirmière, Rosa Martinez, est entrée pour vérifier mes signes vitaux. Rosa était à Saint-Mariès depuis 20 ans. Elle connaissait tout le monde. Elle était là la nuit où grand-père est mort. Vos signes vitaux se stabilisent, monsieur Sterling, a-t-elle dit doucement. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Elle avait l'air troublée. Elle n'arrêtait pas de tripoter son presse-papier. Rosa, ai-je dit. Tu étais là, n'est-ce pas? Quand grand-père est décédé. Elle s'est figée. J'étais de service, oui. Julien a dit qu'il était avec lui à la fin. Il a dit que grand-père est parti paisiblement dans son sommeil. Rosa s'est tournée vers la fenêtre. Ses mains tremblaient. Monsieur Julien était là. C'est vrai. Il a demandé à être seul. Il a fermé les stores. Rosa, ai-je insisté. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Elle s'est retournée vers moi, et ses yeux étaient remplis de larmes. Je ne suis qu'une infirmière, Nicolas. J'ai une pension à protéger. Je ne peux pas porter d'accusation sans preuve. Mais tu as vu quelque chose. J'ai vu. Elle a baissé la voix jusqu'à un murmure. J'ai vu les moniteurs changer. J'ai vu le rythme cardiaque s'accélérer, puis s'arrêter. Ce n'était pas une dérive paisible vers le sommeil, Nicolas. C'était brusque, comme un choc. Mon sang s'est glacé. L'as-tu dit au médecin? Le docteur Sterling le sait, a-t-elle dit. Le docteur Sterling a vérifié les journaux de la pompe à morphine. Il a vérifié les registres du débit d'oxygène. Elle a vérifié la porte pour s'assurer que personne n'écoutait. Sois prudent demain, Nicolas, a-t-elle dit. Ton frère. C'est un homme désespéré, et un homme désespéré est capable de tout. Elle est sortie précipitamment de la pièce, me laissant avec une pensée plus lourde que le liquide dans mes poumons. Julien n'avait pas seulement arraché mon tube aujourd'hui. Il aurait pu faire la même chose à grand-père. La rage qui m'a envahi n'était plus brûlante. C'était de la glace. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert l'application bancaire. J'ai regardé le solde de mon compte en fiducie secret. Puis, j'ai ouvert le dossier sur mon téléphone intitulé Épreuve, où je gardais des captures d'écran des SMS menaçants de Julien, les messages vocaux où il admettait devoir de l'argent à des usuriers. D'accord, Julien, ai-je murmuré à la pièce vide. Tu veux jouer? Jouons. Je n'étais plus le fils invisible. J'étais l'architecte, et j'étais sur le point de faire s'effondrer toute la maison sur lui. Le trajet jusqu'au funérarium, 3 jours plus tôt, avait été un brouillard de larmes et de pluie. Je me souviens m'être agrippé au volant en cuir de ma Porsche si fort que mes doigts me faisaient mal. Je conduisais vite, risquant une contravention, mais je devais y arriver. Je devais le voir une dernière fois. Quand je suis arrivé au funérarium de Colorado Springs, je me suis garé à 3 rues de là, dans une ruelle boueuse, j'ai relevé la capuche de ma veste, et j'ai marché. Je ne pouvais pas les laisser voir la voiture. Pas aujourd'hui. Entrer dans la salle d'exposition, c'était comme entrer sur un plateau de cinéma où tout le monde surjouait. Ma mère était au premier rang,
portant un voile noir qui semblait sorti d'un drame victorien. Elle sanglotait bruyamment dans un mouchoir en dentelle, acceptant les étreintes des voisins. C'était un tel saint, se lamentait-elle auprès de Madame Higgins, la commère du quartier. Et Julian, oh, le pauvre Julian est dévasté. Il n'a pas quitté son chevet. J'ai regardé vers le cercueil. Julian se tenait là, serrant la main des invités. Il avait l'air solennel, digne. Il jouait parfaitement le rôle du petit-fils endeuillé. Je me suis approché du cercueil. Grand-père Arthur semblait plus petit que dans mon souvenir. Son visage était pâle, ses mains fortes croisées sur sa poitrine. J'ai tendu la main et j'ai touché sa main froide. Je suis là, grand-père, ai-je pensé. Échec et mat, tu es en retard. Une voix a sifflé à mon oreille. Je ne me suis pas retourné. Je savais que c'était Julian. J'ai conduit directement de Denver, ai-je dit doucement. Tu as pris le bus? A ricané Julian dans sa gorge. Où est-ce que ta Honda déglinguée a finalement rendu l'âme? Elle m'a amené ici, ai-je dit. C'était un mensonge. La Honda avait été vendue à la ferraille des années auparavant. Laisse-moi faire mon deuil en paix, Julian. Ton deuil, s'est moqué Julian. Tu lui rendais à peine visite. Je lui rendais visite tous les mardis, ai-je dit, ma voix s'élevant légèrement. Pendant que tu étais en train de jouer. Julian m'a saisi le coude, ses doigts s'enfonçant dans le muscle. Il m'a éloigné de force du cercueil, vers le couloir menant aux toilettes. Baisse la voix, espèce de perdant. Il m'a poussé dans les toilettes pour homme et a donné un coup de pied dans la porte pour la fermer. L'odeur de pastilles pour urinoir et de désodorisant bon marché a rempli le petit espace. Écoute-moi, a dit Julian, me repoussant contre les lavabos. Je sais que grand-père avait un faible pour toi. Je sais qu'il t'a probablement laissé quelques milliers de dollars, ou peut-être sa vieille montre. Mais mets-toi bien ça dans la tête, la maison, le domaine, les liquidités. C'est à moi. C'est tout ce qui t'importe, ai-je demandé, le regardant avec une pitié sincère. Son corps n'est même pas encore froid. J'ai des dettes, Nick, a explosé Julian. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement gominés, fissurant la façade. De vraies dettes. Des gens qui n'envoient pas de lettres de recouvrement, ils envoient des types avec des battes de baseball. Ça ressemble à un problème qui te concerne, ai-je dit. Julian a frappé du poing contre le mur carrelé à côté de ma tête. C'est un problème de famille. Si je ne leur paie pas 200 000 d'ici la semaine prochaine, ils viendront à la maison. Maman et papa ne sont pas en sécurité. Je fais ça pour eux. Tu le fais pour sauver ta propre peau, les jeux corrigés. Est-ce que maman le sait? Est-ce que papa sait que tu as joué leur fonds de retraite, et que maintenant tu essaies de jouer l'héritage de grand-père? Tais-toi. Les yeux de Julian étaient fous. Tu ne connais rien au monde réel. Tu restes assis dans ton petit appartement à dessiner de jolis dessins, pendant que je suis là à essayer de conclure des affaires. C'est comme ça que tu appelles ça? Des affaires? Reste juste hors de mon chemin à la lecture du testament, a menacé Julian, en pointant un doigt sur mon visage. Si tu essaies de contester quoi que ce soit, je te ruinerai. Je raconterai à tout le monde que tu n'étais pas là. J'inventerai tout ce qu'il faudra. Tu n'as rien à inventer, Julian. La vérité suffit généralement. Il a ri. Un son cruel et laid. La vérité? La vérité, c'est ce que dit la personne qui a la voix la plus forte. Et personne ne t'écoute, Nick. Tu es invisible. Tu te souviens? Il a redressé sa cravate, a vérifié son reflet dans le miroir, et a recomposé son visage en un masque de chagrin. Maintenant, lave-toi le visage. Tu as une sale tête. Essaie de ne pas nous faire honte. Il est sorti. Je suis resté là, agrippé au bord du lavabo, regardant mon propre reflet. Il avait raison sur un point, j'avais une sale tête. Le stress déclenchait une crise. Ma poitrine était serrée. J'ai cherché mon inhalateur dans ma poche et j'ai pris 2 grandes bouffées. Tiens bon, me suis-je dit. Tiens bon jusqu'à la lecture du testament. Je suis retourné au service. Je me suis assis au dernier rang. Personne ne m'a demandé de m'asseoir avec la famille. Mes parents étaient assis à l'avant, encadrant Julian. Il ressemblait à un portrait de famille endeuillée, moins un membre. Pendant l'éloge funèbre, mon père s'est levé. Mon père,
Arthur, était un grand homme, a dit papa, lisant un morceau de papier froissé. Il aimait sa famille. Il aimait particulièrement son petit-fils Julien, qui est resté à ses côtés jusqu'à la fin. J'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine. Pas de l'asthme cette fois. Le cœur brisé. Même dans la mort, il m'effaçait. J'ai regardé autour de moi dans la pièce. J'ai vu des visages que je reconnaissais, des cousins, de vieux voisins. Mais alors, mes yeux se sont posés sur une silhouette debout dans l'ombre, au fond de la pièce. C'était le docteur Marcus Sterling. Il ne portait pas sa blouse blanche. Il était en costume sombre. Il a croisé mon regard et a fait un signe de tête presque imperceptible. Pourquoi le chef de la neurochirurgie était-il aux funérailles de mon grand-père? Je savais qu'ils jouaient aux échecs ensemble de temps en temps, mais je ne pensais pas qu'ils étaient assez proches pour ça. À côté du docteur Sterling se tenait un autre homme, plus âgé, portant un costume qui coûtait plus cher que ma Porsche. Il avait les cheveux argentés et une expression sévère. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était Thomas Reed, l'avocat spécialisé en succession le plus cher du Colorado. L'avocat et le médecin. Il regardait Julien. Il regardait mes parents. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Grand-père Arthur n'avait pas seulement laissé un testament. Il avait laissé un plan. J'ai pris une autre inspiration, forçant l'air dans mes poumons serrés. La tempête se préparait. Julien se croyait le capitaine du navire, mais il ne réalisait pas qu'il naviguait droit vers un ouragan. La nuit après les funérailles, je me suis effondré. J'étais de retour dans mon appartement en l'heure, un petit studio poussiéreux que je gardais juste pour maintenir l'illusion de la pauvreté pour mes parents. Je ne pouvais plus respirer. L'inhalateur ne fonctionnait pas. J'ai réussi à appeler le 911 avant de perdre connaissance. C'est comme ça que je me suis retrouvé en soins intensifs à Saint-Maries, ce qui a mené au moment où Julien a essayé de finir ce que la nature avait commencé. C'était maintenant le matin après l'incident, le matin de la lecture du testament. J'étais assis dans mon lit d'hôpital. Je me sentais faible, mais mon esprit était d'une clarté redoutable. Le docteur Sterling m'avait transféré dans une chambre privée, avec un garde de sécurité devant la porte. Il ne prenait aucun risque. « Comment vous sentez-vous » a demandé le docteur Sterling en consultant mon dossier. Comme si j'avais fait 10 rounds avec un poids lourd, ai-je dit. Puis-je partir? La lecture est à 10 heures. Contre-avis médical, a dit Sterling, mais il signait déjà les papiers de sortie. Mais je viens avec vous. Et l'infirmière Martinez aussi. Rosa. J'ai regardé l'infirmière, qui se tenait silencieusement dans le coin, serrant son sac à main comme un bouclier. Pourquoi vient-elle? Parce qu'elle est un témoin, a dit sombrement Sterling. Et parce qu'elle a quelque chose à dire que l'avocat doit entendre. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère. Maman, où es-tu? Nous sommes au bureau de Monsieur Reed. Julien s'impatiente. Ne sois pas en retard. C'est irrespectueux. Pas de comment vas-tu? Pas de as-tu survécu à la nuit? Juste des exigences. Allons-y, ai-je dit en glissant mes jambes hors du lit. Je n'avais pas ma voiture, elle était toujours garée près du funérarium. Le docteur Sterling nous a conduits dans son Range Rover. Le trajet a été silencieux. La tension dans la voiture était palpable. Nous nous sommes arrêtés devant les bureaux d'avocats de Reed, Smith & Associates. C'était un gratte-ciel de verre au centre-ville de Denver. Prêt? A demandé Sterling. Non, ai-je dit honnêtement. Mais faisons-le quand même. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage. La réceptionniste nous a conduits dans une immense salle de conférence, avec une table en acajou qui s'étendait sur des kilomètres. Ma famille était déjà là. Julien était assis en bout de table, naturellement. Il avait les pieds posés sur une chaise vide. Il portait des lunettes de soleil à l'intérieur. Mes parents étaient de chaque côté de lui. Quand je suis entré, flanqué du médecin et de l'infirmière, la pièce est devenue silencieuse. Qu'est-ce que c'est que ça? A exigé Julien en enlevant ses lunettes de soleil. C'est une réunion de famille privée. Pourquoi le médecin est-il là? Et la domestique, a-t-il dit en désignant Rosa d'un geste grossier. Ils sont ici à ma demande, a dit une voix du fond de la pièce. Thomas Reed, l'avocat aux cheveux d'argent, est entré, portant un épais dossier en cuir. Il n'a pas levé les yeux.
Il s'est assis, a ajusté ses lunettes, et a regardé droit vers Julian. Et selon les termes du codicille ajouté au testament d'Arthur Warren 3 jours avant sa mort, tout le personnel médical présent au moment de son décès est invité à y assister. Le visage de Julian est devenu pâle. Codicille? Quel codicille? Papy était sénile il y a 3 jours. Il ne pouvait rien signer. Il était sain d'esprit, est intervenu le docteur Sterling, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. J'ai moi-même procédé à l'évaluation de ses capacités. Julian a dégluti difficilement. Il a regardé maman. Maman avait l'air nerveuse. On peut juste en finir avec ça? A dit papa en essuyant la sueur de son front. On veut juste en finir. Très bien, a dit monsieur Reed. Il a ouvert le dossier. Le bruit du papier qui tourne a résonné comme un coup de feu. Je me suis assis à l'autre bout de la table, en face de Julian. J'ai croisé les mains. Je me suis souvenu des mots de grand-père, le silence est le coup le plus fort. J'ai observé Julian. Il tapait du pied rapidement. Il transpirait. Il avait besoin de cet argent. Il en avait besoin aujourd'hui. Moi, Arthur Warren, étant sain d'esprit, a commencé monsieur Reed. Le préambule était standard. Puis sont venus les legs mineurs. À mon fils, Richard, et à sa femme, Linda, je lègue la somme de 50 000 € chacun. 50 000 €, s'est exclamé papa. C'est tout? Mais la succession vaut des millions. Veuillez garder vos questions pour plus tard, a dit froidement Reed. À utiliser pour leur retraite, a ricané Julian. Ne t'inquiète pas, papa. Le gros de l'héritage va aux petits-enfants. C'est comme ça que ça marche, pour éviter les impôts. Je m'occuperai de vous. Il m'a regardé avec un sourire suffisant. Enfin, je m'occuperai de maman et papa. Nick peut se débrouiller seul. Suite, a dit Reed. À mon petit-fils, Julian Warren. Julian s'est redressé. Il s'est léché les lèvres. C'était le moment. Le moment qu'il attendait, la récompense. Je lègue la somme d'$1. Le silence qui a suivi a été absolu. C'était un vide. Quoi, a murmuré Julian. Vous avez mal lu. Je lègue la somme d'$1, a répété Reed, ses yeux fixés sur ceux de Julian, et une copie de la bande de vidéosurveillance de ma chambre d'hôpital, enregistrée dans la nuit du 14 octobre. Julian a bondi de sa chaise si vite qu'elle s'est renversée avec un fracas. C'est une blague, a-t-il hurlé. Il n'y avait pas de caméra. J'ai vérifié. Vous avez vérifié les caméras murales, a dit le docteur Sterling en se levant lentement. Vous n'avez pas vérifié la caméra espion cachée dans l'horloge de la table de chevet. Arthur m'a demandé de l'installer une semaine avant de mourir. Il avait peur de vous, Julian. Mes parents étaient figés. Peur de lui? A murmuré maman. Pourquoi? Le docteur Sterling a sorti une télécommande de sa poche et l'a pointée vers le grand écran sur le mur. Parce qu'il savait que Julian volait ses analgésiques, et il soupçonnait que Julian pourrait essayer de hâter les choses. N'allumez pas, a crié Julian en se jetant vers le médecin. J'ai bougé. Pour un gars avec de mauvais poumons, j'ai bougé vite. Je me suis interposé devant Julian et je l'ai repoussé. Assieds-toi. Tu savais pour ça, m'a craché Julian. Je ne savais rien, ai-je dit, ma voix posée. Mais j'apprends beaucoup. Lancez la bande, a ordonné monsieur Reed. L'écran a scintillé. La vidéo était granuleuse, en noir et blanc, mais le son était d'une clarté cristalline. On y voyait grand-père allongé dans son lit d'hôpital. Il était tard dans la nuit. L'horodatage dans le coin indiquait 14 octobre, 23h15. La porte s'est ouverte. Julian est entré. Il ne pleurait pas. Il avait l'air agacé. Il s'est approché du lit. Grand-père, la voix de Julian sur la bande. Julian. La voix de grand-père était faible. De l'eau. J'ai besoin de la signature, le vieux, a dit Julian en sortant un document de sa veste. Signe juste le transfert pour la maison. Maintenant, avant de claquer. Non, a sifflé grand-père. C'est pour Nicolas. Nicolas, a ri Julian sur la bande. Ce perdant? Il va probablement mourir avant toi. Donne-le-moi. J'ai besoin de l'argent. Ces types vont me tuer si je ne paie pas à sort,
a dit grand-père, étonnamment fort. Puis, nous l'avons tous vu. Le visage de Julien s'est tordu de rage. Il a atteint le panneau de contrôle de la pompe à morphine. Tu as mal, grand-père, a murmuré Julien. Laisse-moi t'aider avec ça. Il a tourné la molette. Puis, il s'est penché et a pincé le tube d'oxygène, exactement comme il l'avait fait avec moi. Dors, maintenant, a sifflé Julien. Dors, et résous tous mes problèmes. La vidéo a montré grand-père se débattre un instant, puis s'immobiliser. Julien est resté là, à regarder pendant 2 minutes entières. Puis, il a réarrangé les draps, a essuyé ses empreintes sur la machine avec sa manche, et est sorti. L'écran est devenu noir. Dans la salle de conférence, le seul son était la respiration saccadée de ma mère. Elle avait les mains sur la bouche. Mon père fixait la table, le visage gris. Julien tremblait. Il ressemblait à un animal piégé. C'est un faux, a balbutié Julien. C'est de l'IA, un deepfake. On peut tout faire avec les ordinateurs maintenant. J'ai vu ce que tu as fait, Julien, la voix du docteur Sterling a tranché l'air comme une lame. Il a posé une main sur l'épaule de Julien, lourde et accusatrice. J'ai vu ce que tu as fait à ton frère hier, et Rosa t'a vu dans la chambre cette nuit-là. Le rapport toxicologique a montré une surdose massive de morphine. Je ne l'ai pas communiqué à la police immédiatement, parce qu'Arthur m'a demandé d'attendre ce moment. Il voulait que sa famille voie qui tu es vraiment. Maman, Julien s'est tourné vers elle, désespéré. Tu me crois, n'est-ce pas? C'est Nick. C'est Nick qui a tout manigancé. Il a toujours été jaloux de moi. Ma mère s'est lentement levée. Elle a regardé Julien, l'a vraiment regardé pour la première fois de sa vie. Tu l'as tué, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Mon père. Tu l'as tué pour de l'argent. Je l'ai fait pour nous, a hurlé Julien. Pour sauver la maison. Pour payer les dettes. Non, ai-je dit en m'avançant. Tu l'as fait pour toi. Monsieur Reed s'est éclairci la gorge. Il y a plus. Plus, a demandé papa faiblement. Le reste de la succession, à l'Uride, y compris la résidence principale, la maison de vacances à Est Park, le portefeuille d'actions, et les droits sur toutes les redevances futures, est légué à mon petit-fils, Nicolas Sterling. La mâchoire de Julien est tombée. Tout? Il a tout? Pas tout à fait, a dit Reed. Il a sorti une lettre séparée. Monsieur Sterling. Nicolas. Est également le seul bénéficiaire de la fiducie secrète établie il y a 10 ans. La valeur actuelle est d'environ 5 millions de dollars. Mes parents ont eu le souffle coupé. Ils m'ont regardé, les yeux écarquillés de choc et d'une prise de conscience soudaine et écœurante, de l'ampleur de leur erreur de jugement à mon égard. Mais attendez, a dit Julien, ses yeux balayant la pièce. Nick est fauché. Il ne peut pas gérer cet argent. Il est malade. Je devrais être le tuteur. Papa, dis-leur. Nick est mentalement instable. En fait, a dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Nous nous sommes tous tournés. Un homme dans un costume gris élégant est entré. C'était Monsieur Holloway, mon client, le promoteur milliardaire. Monsieur Holloway, ai-je demandé, surpris. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes juridiques, NW, a dit Holloway, en s'approchant et en me serrant fermement la main. Je voulais m'assurer que mon architecte principal était traité équitablement. Nous avons un contrat de 1,2 million de dollars qui commence la semaine prochaine, après tout. Architecte, a couiné la voix de mon père. Architecte principal? Holloway a regardé mon père avec dédain. Vous ne saviez pas? Votre fils, c'est NW Design. C'est l'un des architectes paysagistes les plus brillants du pays. Il vaut plus que toute cette table réunie. Le silence dans la pièce était lourd, suffocant, et absolument délicieux. Julien m'a regardé. Il a regardé Holloway. Il a regardé l'avocat. Les murs se refermaient. J'ai besoin de cet argent, a murmuré Julien, des larmes de panique coulant sur son visage. Nick, s'il te plaît. Tu en as plein. Donne-moi juste l'héritage. Les types. Ils vont me casser les jambes. J'ai regardé mon frère, le frère qui s'est moqué de moi quand je ne pouvais pas respirer, le frère qui a assassiné notre grand-père.
J'ai vu ce que tu as fait, ai-je répété les mots du docteur Sterling. Et le procureur le verra aussi. J'ai fait un signe de tête vers la porte. 2 policiers en uniforme et un détective en trench coat sont entrés. Julian Warren ? A demandé le détective. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Arthur Warren et la tentative de meurtre de Nicholas Sterling. Non. Non, a hurlé Julian alors qu'il lui saisissait les bras. Il a donné des coups de pied et s'est débattu. Maman. Papa. Faites quelque chose. Mes parents se tenaient là, paralysés. Ils n'ont pas bougé. Ils ne pouvaient pas. Alors qu'il l'entraînait dehors, il a croisé mon regard. Je te déteste. J'aurais aimé que tu meures dans ce lit. La porte s'est fermée. La pièce était de nouveau silencieuse. Les gyrophares des voitures de police, clignotant en rouge et bleu en bas, étaient visibles par la fenêtre de la salle de conférence. J'ai regardé pendant qu'il poussait Julian à l'arrière d'une voiture de patrouille. À l'intérieur de la pièce, l'atmosphère était funèbre. Mes parents étaient assis sur leur chaise, semblant avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ma mère pleurait doucement, mais cette fois, personne ne la réconfortait. Monsieur Reed a fermé le dossier. Monsieur Sterling, m'a-t-il dit, en utilisant mon nom professionnel, voici les clés de la propriété d'Est Park et les codes d'accès à la fiducie. Votre grand-père était très fier de vous. Merci, Thomas, ai-je dit en prenant les clés. Elles semblaient lourdes, froides et réelles. Je me suis tourné pour partir. Le docteur Sterling et monsieur Holloway m'attendaient près de la porte. Nicholas. La voix de mon père m'a arrêté. Je me suis retourné. Mon père avait l'air petit. Faible. Fils, nous ne savions pas pour Julian. Pour ton travail. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé, ai-je dit simplement. Nous sommes dans une situation difficile, a continué papa, la voix tremblante. Nous avons refinancé la maison pour donner de l'argent à Julian pour son entreprise. Si nous ne remboursons pas, vous perdrez la maison, ai-je terminé la phrase pour lui. Oui. Maman a levé les yeux, plein d'espoir. Et puisque tu as ce nouveau contrat, et l'héritage, peut-être pourrions-nous trouver un arrangement. Nous sommes une famille, après tout. Je les ai regardés. Vraiment regardés. J'ai vu les gens qui sont restés là à me regarder suffoquer hier. J'ai vu les gens qui ont oublié mon 10e anniversaire. Famille, ai-je dit, en savourant le mot. Il avait un goût de cendre. Une famille se protège. Une famille ne regarde pas son fils mourir. Nous avions peur de lui, a sangloté maman. Il a un sale caractère. Moi aussi, ai-je dit. Il est juste plus silencieux. J'ai sorti mon chéquier. Les yeux de mes parents se sont illuminés. Ils pensaient que je leur faisais un chèque. J'ai écrit quelque chose sur un morceau de papier, je l'ai arraché, et je l'ai glissé sur la table en acajou. Mon père l'a ramassé. Son visage s'est décomposé. Ce n'était pas un chèque. C'était une carte de visite. C'est le numéro d'un bon avocat spécialisé en faillite, ai-je dit. Je vous recommande de l'utiliser. Mais pour ce qui est de mon argent, il reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça, a pleuré maman. Nous sommes tes parents. Et il était votre père, ai-je dit en montrant l'écran où l'image figée de grand-père Arthur restait. Et vous avez élevé le monstre qui l'a tué. Je leur ai tourné le dos. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais aussi la plus nécessaire. Allons-y, ai-je dit au docteur Sterling. Nous sommes sortis du bâtiment et avons respiré l'air vif et pur du Colorado. Le soleil brillait. J'ai pris une profonde inspiration. Mes poumons étaient encore douloureux, mais l'air semblait différent. Il semblait pur. Il semblait libre. Monsieur Holloway m'a tapé dans le dos. Prends une semaine, Nick. Va à la montagne, récupère. Ensuite, construisons quelque chose d'incroyable. Je le ferai, ai-je dit. Je me suis approché de l'endroit où se tenait le docteur Sterling. Merci, Marcus. D'avoir sauvé ma vie. 2 fois. Arthur était un homme bon, a dit Sterling. Il voulait que tu aies une chance de briller. Ne la gâche pas, j'ai hélé un taxi pour me conduire là où ma Porsche était garée. Assis à l'arrière, regardant la ville défiler, j'ai réalisé que le fils invisible avait disparu. J'étais Nicholas Sterling, architecte,
survivant. Et pour la première fois en 32 ans, je ne respirais pas seulement. Je vivais. L'air ici à Est Park est rare, vif, et sans les aiguilles de pin et la neige. Pour la plupart des gens dans ma condition, l'altitude pourrait être un défi, mais pour moi, c'est comme si j'apprenais enfin à respirer pour la première fois. Cela fait 6 mois que les menottes se sont refermées sur les poignets de mon frère, 6 mois que j'ai quitté ce cabinet d'avocat et laissé mon ancienne vie derrière moi. Je me souviens du premier matin où je me suis réveillé dans la maison de vacances de grand-père Arthur. C'est un grand chalet en A, fait de cèdre et de verre, perché sur une crête surplombant les Rocheuses. Le soleil commençait à peine à poindre sur les sommets, peignant la neige de nuances de violet et d'or. Je me suis assis sur la terrasse, enveloppé dans une couverture, tenant une tasse de café fumant. Ma poitrine ne râlait pas. Le sifflement qui avait été le bruit de fond de mon existence pendant 32 ans avait disparu, remplacé par le silence profond des montagnes. Je ne guérissais pas seulement physiquement, je me désintoxiquais d'une vie entière à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien. J'ai posé mon café et je suis allé au garage. Le gravier crissait de manière satisfaisante sous mes bottes. J'ai appuyé sur le bouton du mur, et la lourde porte s'est levée pour révéler ma dernière acquisition. Ce n'était plus la Porsche. Je l'avais échangée. Elle était trop agressive, trop rapide. J'avais besoin de quelque chose qui ressemble à une forteresse. Là se trouvait une Rolls-Royce Ghost en blanc anglais. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, une bête silencieuse qui flottait sur la route plutôt qu'elle ne la conduisait. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, le cuir doux comme du beurre, et j'ai appuyé sur le bouton de démarrage. Le moteur a ronronné, à peine un murmure. J'ai descendu les routes de montagnes sinueuses, l'ornement de capot de l'esprit de l'extase guidant le chemin. Je ne fuyais plus rien. Je conduisais vers quelque chose. Je me suis arrêté en ville pour faire des provisions. Les habitants me connaissaient maintenant, non pas comme le petit-fils maladif, mais comme Monsieur Sterling, l'architecte discret qui donnait de bons pourboires et qui avait parrainé la nouvelle ère de jeu de l'école primaire. Bonjour, Nicolas, a lancé le boulanger en entrant. J'ai mis de côté ces pains au levain que vous aimez. Merci, Jim. J'ai souri. C'était étrange de sourire sans craindre que cela ressemble à une grimace. Mettez-le sur mon compte. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Je savais qui c'était. Le numéro avait été bloqué, débloqué, et bloqué à nouveau une douzaine de fois dans ma tête, mais je l'ai laissé sonner. C'étaient mes parents. Ils essayaient de me joindre depuis des semaines. Après l'arrestation de Julian, les dominos étaient tombés avec une vitesse terrifiante. L'enquête de police a révélé l'étendue des dettes de jeu de Julian, dettes que mes parents avaient co-signées. L'avis de saisie de leur maison était arrivé un mois plus tard. Je suis remonté au chalet, la Rolls-Royce négociant les virages serrés avec une grâce sans effort. En entrant dans la longue allée, j'ai vu une voiture garée près du portail d'entrée. C'était une berline rouillée et cabossée, une location bon marché. Mon estomac s'est serré juste une seconde. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Le réflexe de me sentir coupable, de me sentir petit, a refait surface. Puis, j'ai regardé le volant entre mes mains. J'ai regardé la maison que mon grand-père m'avait laissée. Je me suis souvenu de la main du chirurgien sur mon épaule. Tu n'es plus la victime, me suis-je dit. Tu es l'architecte. Je suis sorti de la voiture. Ma mère et mon père se tenaient près de la porte d'entrée. Ils avaient l'air terribles. Mon père, autrefois fier et fanfaron, avait l'air rétréci dans sa veste. Son visage était gris, mal rasé. Ma mère, qui ne quittait jamais la maison sans ses perles et son maquillage parfait, portait un manteau délavé et avait l'air de ne pas avoir dormi depuis un mois. Ils ont regardé la Rolls-Royce blanche, puis moi. Nicolas, a dit ma mère, la voix brisée. Elle a fait un pas en avant, les bras légèrement ouverts, comme pour tester les os pour une étreinte. Je ne me suis pas approché d'elle. Je suis resté sur mes positions. Maman, papa, vous êtes en violation de propriété privée. Violation de propriété privée, a raillé mon père, mais il n'y avait aucune chaleur dans sa voix. Nous sommes tes parents, Nick. Nous avons conduit 5 heures pour te voir. Le code du portail. Il n'a pas fonctionné. Je l'ai changé, ai-je dit calmement. Que voulez-vous? On peut entrer, appeler des mamans, frissonnant dans le vent de la montagne. Il gèle ici. Juste pour une tasse de thé. S'il te plaît.
J'ai hésité, non par amour, mais par curiosité. Je voulais les voir. Je voulais voir si les monstres de mon enfance étaient vraiment aussi grands que je m'en souvenais. 15 minutes, ai-je dit. Puis vous partez. J'ai entré le code, j'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je les ai laissés entrer. Ils sont entrés dans le salon, leurs yeux s'écarquillant devant la rénovation que j'avais faite, les fenêtres du sol au plafond, la cheminée moderne, les plans de mon nouveau projet étalés sur la table en chêne. C'est magnifique, a murmuré maman, en passant la main sur un fauteuil en cuir. Ton grand-père a toujours aimé cet endroit. Nous amenions Julien ici pour skier. Je me souviens, ai-je dit, en m'appuyant contre l'îlot de la cuisine. Je ne leur ai pas offert de siège. Je me souviens parce que vous m'avez laissé chez le voisin pendant que vous y alliez. Maman a tressailli. Nick, ne commence pas. Nous sommes ici pour faire la paix. Nous avons perdu la maison, a lâché papa. Il n'a pas pu se retenir. Il s'est affalé sur le canapé, la tête entre les mains. La banque l'a saisi hier. Nous n'avons nulle part où aller. Nous vivons dans un motel 6 au bord de l'autoroute. Je les ai regardés, attendant que la vague de pitié me frappe. J'ai attendu de ressentir cette envie de réparer les choses, d'être le bon fils, d'acheter leur amour. Mais la vague n'est pas venue. Tout ce que j'ai ressenti, c'est une tristesse sourde et lointaine. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit. Ma voix était neutre. Désolé ? A relevé papa, les yeux rouges. C'est tout ce que tu as à dire ? Tu es assis ici dans un manoir d'1 million de dollars, conduisant une voiture qui coûte plus cher qu'une maison, et tout ce que tu dis, c'est désolé ? Je vous ai proposé un avocat spécialisé en faillite, lui ai-je rappelé. L'avez-vous appelé ? Nous ne voulons pas de faillite, a pleuré maman. Nous voulons notre dignité. Nous voulons retrouver notre famille. Vous voulez retrouver votre distributeur de billets, l'ai-je corrigé. Vous voulez que quelqu'un nettoie le désordre de Julien, parce qu'il est encellulé et ne peut plus le faire. C'est ton frère, a hurlé maman, le vernis de politesse se fissurant enfin. Il a fait une erreur. Il était désespéré. Et toi ? Tu l'as mis là. Tu as témoigné contre lui. J'ai dit la vérité, ai-je dit. Il a assassiné grand-père. Il a essayé de me tuer. Ce n'est pas une erreur, maman. C'est le mal. Il ne le voulait pas, a-t-elle sangloté. Il était sous pression. Si seulement tu l'avais aidé avec l'argent plus tôt, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est ta faute aussi. Voilà. La pirouette que je savais venir. Même maintenant, avec Julien risquant 20 ans de prison à vie, c'était en quelque sorte la faute de Nicolas. J'ai marché vers la table et j'ai ramassé un dossier. Savez-vous ce que c'est, ai-je demandé. Ils l'ont regardé fixement. C'est le fonds en fiducie que grand-père m'a laissé, ai-je dit. Il l'a créé il y a 10 ans. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il m'a dit, un jour, tes parents mangeront leurs jeunes pour nourrir leur ego. Je veux m'assurer que tu ne te fasses pas avaler. J'ai rejeté le dossier sur la table. Il vous a vu, ai-je dit doucement. Il a vu exactement qui vous étiez. Et pendant 30 ans, j'ai essayé de lui prouver qu'il avait tort. J'ai essayé d'être assez bien. J'ai essayé d'être digne de votre amour. Mais l'amour ne devrait pas être une transaction. Nous t'aimons, a marmonné papa, mais il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Non, ai-je dit. Vous aimez l'idée d'une famille réussie. Vous aimez l'image, mais vous n'aimez pas les gens qui la composent. Si c'était le cas, vous ne seriez pas ici à demander de l'argent. Vous demanderiez comment vont mes poumons. Vous demanderiez si je suis heureux. Un silence s'est étiré entre nous. Le vent hurlait dehors contre la vitre. Je ne vous donne pas d'argent, ai-je dit finalement. Pas un centime. Parce que si je vous donne de l'argent, je ne fais que vous payer pour continuer à me faire du mal. Je permets la même dynamique qui a tué grand-père. Alors tu vas nous laisser être sans abri, s'est levé papa, les poings serrés. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons élevé. Nous avons payé tes factures médicales. Et j'ai payé pour votre retraite, ai-je dit, avec mon silence, avec mon enfance. Nous sommes quittes. J'ai marché vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Sortez. Mon père a eu l'air de vouloir me frapper. Pendant une seconde, j'ai vu la rage du quarterback raté,
l'homme qui m'a intimidé toute ma vie. Mais ensuite, il m'a regardé, m'a vraiment regardé. Je n'étais plus le garçon qui sifflait. J'étais un homme, debout dans sa propre maison, fort et inébranlable. Il s'est dégonflé. Il a attrapé le bras de maman. Viens, Linda. Il est mort pour nous. Bien, ai-je dit. Je suis mort pour vous depuis des années. Il est temps de l'officialiser. Ils sont sortis dans le froid. Je les ai regardés monter dans leur voiture de location. Le moteur a tout sauté avant de démarrer. Ils ont descendu la montagne, disparaissant au détour d'un virage. J'ai fermé la porte. Je l'ai verrouillée. J'ai appuyé mon dos contre le bois lourd et j'ai fermé les yeux. Je m'attendais à pleurer. Je m'attendais à me sentir brisé. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration. Inspirer. Expirer. Mes poumons se sont dilatés complètement, se remplissant d'oxygène. Mon cœur battait régulièrement et lentement. Je suis allé dans la cuisine, j'ai versé le reste du café dans l'évier, et j'ai ouvert une bouteille d'eau pétillante. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai regardé les montagnes. J'étais seul, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas solitaire. J'étais libre. 3 mois plus tard, la neige avait fondu, révélant un tapis de fleurs sauvages à travers la vallée. Je me tenais sur le podium, dans le jardin du nouveau centre communautaire du centre-ville de Denver. Un ruban rouge était tendu à l'entrée. Une foule d'environ 200 personnes était assise sur des chaises pliantes blanches. Au premier rang, se trouvait le docteur Marcus Sterling, souriant comme un père fier. À côté de lui, Rosa Martinez, vêtue d'une nouvelle robe, avait l'air heureuse et détendue. Je l'avais engagée comme infirmière en chef de l'établissement. Merci à tous d'être venus, ai-je dit dans le microphone. Ma voix était claire et forte. Je n'avais pas besoin de faire une pause pour respirer. Mon grand-père, Arthur Warren, croyait que tout le monde méritait un endroit sûr pour respirer. Il croyait que, peu importe l'obscurité de la pièce, il y a toujours une lumière qui attend d'être trouvée. J'ai levé les yeux vers l'enseigne au-dessus de la porte, le centre de santé respiratoire Arthur Warren. Ce centre est pour les enfants qui ne peuvent pas courir aussi vite que les autres, ai-je continué. Pour ceux à qui l'on dit qu'ils sont faibles. Pour ceux qui se sentent invisibles. Nous vous voyons. Nous sommes là pour vous. J'ai coupé le ruban. La foule a applaudi. Les appareils photo ont flashé. Un journaliste du Denver Post s'est approché de moi. M. Sterling, est-il vrai que tout cet établissement a été financé par votre héritage privé? Chaque centime, ai-je dit. Et qu'en est-il de votre famille? Sont-ils impliqués? Ma famille est juste ici, ai-je dit en désignant le docteur Sterling, Rosa, et Sarah, mon assistante, qui organisait la restauration. La famille, ce n'est pas une question de sang. C'est qui vous soutient quand vous ne pouvez pas vous soutenir vous-même. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, je me suis assis dans la bibliothèque silencieuse du centre. J'y avais déménagé la collection de livres de grand-père. Ça me semblait juste. Ces livres étaient faits pour être lus, pas accumulés. J'ai sorti son exemplaire préféré du Comte de Monte Cristo. Il était usé, la reliure craquelait. Je me suis souvenu qu'il me le lisait quand j'étais malade au lit, sa voix interprétant tous les personnages. Je l'ai ouvert à la dernière page. Un morceau de papier de cahier jauni en est tombé. Je l'ai ramassé. J'ai reconnu l'écriture immédiatement. Elle était tremblante, écrite peut-être dans ses derniers jours à l'hôpital, avant Julian, avant tout. À Nicolas, si tu lis ceci, cela signifie que la tempête est passée. Je te connais, mon garçon. Je sais que tu es en colère. Tu as toutes les raisons de l'être. Ils t'ont laissé tomber. Je t'ai laissé tomber en n'intervenant pas plus tôt. Mais écoute le dernier souhait d'un vieil homme. Ne laisse pas la colère te consumer. La haine est une pierre lourde à porter en montagne. Laisse-la tomber. Laisse-la en bas. Tu n'as jamais été invisible pour moi. Tu étais la lumière la plus brillante de la maison. Les autres, ils étaient juste bruyants. Toi, tu étais profond. Vis bien. C'est la seule vengeance qui compte. Sois heureux. Construis de belles choses. Et respire. Avec amour, grand-père. Je suis resté assis là longtemps, la lettre tremblant dans ma main. Une seule larme a coulé sur ma joue, mais ce n'était pas une larme de douleur.
C'était une larme de libération. J'ai pensé à Julian. Il était actuellement dans le pénitencier d'État, en attente de son procès. Il m'avait écrit des lettres, suppliantes, menaçantes, accusatrices. Je n'en avais ouvert aucune. Je les ai brûlées dans la cheminée, non ouverte. J'ai pensé à mes parents. J'ai entendu dire qu'ils avaient déménagé dans un petit appartement en Arizona. Papa travaillait dans une quincaillerie. Maman travaillait dans un dîner. Ils vivaient la vie qu'ils avaient toujours méprisée. C'était une justice poétique, mais je n'en tirais aucune joie. Ils n'étaient plus que des étrangers pour moi. J'ai remis la lettre dans le livre et je l'ai placée sur l'étagère. Prêt à partir, patron? Sarah se tenait à la porte, ses clés de voiture à la main. Oui, ai-je dit en me levant. Je suis prêt. Nous sommes sortis sur le parking. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le bitume. Au fait, a dit Sarah, le projet Alloway, les critiques sont tombées. Ils l'appellent le sanctuaire de l'année. Architectural Digest veut faire un article de couverture sur vous. Sur NW, ai-je demandé. Non, a souri Sarah. Sur Nicholas Sterling. J'ai regardé mon reflet dans la vitre de la Rolls-Royce. J'ai vu un homme en costume sur mesure, debout, droit, la poitrine ouverte, les yeux clairs. Je n'ai pas vu l'enfant malade. Je n'ai pas vu la victime. Dis-leur oui, ai-je dit. Je suis monté dans ma voiture. En rentrant vers les montagnes, j'ai baissé les vitres. Le vent s'est engouffré, chaotique, froid et merveilleux. J'ai pris une profonde inspiration. On me voyait. On m'appréciait. Et j'étais enfin, vraiment, vivant. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci. Cette histoire ne parlait pas seulement d'héritage ou de vengeance. Elle parlait de la réalité terrifiante que, parfois, les personnes qui sont censées nous protéger sont celles qui nous font le plus de mal. Le parcours de Nicholas nous enseigne une vérité dure mais nécessaire, vous avez le droit de renier votre famille. La biologie est un accident, la loyauté est un choix. Le simple fait de partager de l'ADN avec quelqu'un ne signifie pas que vous lui devez votre santé mentale, vos finances, ou votre vie. Nous nous accrochons souvent à des relations toxiques par culpabilité, par habitude, ou dans l'espoir qu'elles changeront peut-être. Mais comme Nicholas l'a appris, attendre des excuses de personnes qui valorisent l'argent plus que votre vie est un jeu que vous ne gagnerez jamais. La chose la plus puissante que Nicholas ait faite n'a pas été d'obtenir l'argent ou de voir son frère arrêté. C'est le moment où il s'est tenu à la porte et a dit non. C'est le moment où il a réalisé que sa valeur n'était pas définie par son utilité pour ses parents. Je veux vous entendre. Y a-t-il déjà eu un moment dans votre vie où vous avez dû choisir votre propre paix plutôt que de maintenir la paix avec votre famille? Ou si vous avez simplement apprécié de voir Nicholas obtenir enfin la justice qu'il méritait, laissez le mot bien dans les commentaires ci-dessous. Voir ce simple mot me dit que vous êtes aux côtés des survivants, des enfants invisibles, et de ceux qui ont trouvé la force de construire leur propre famille. Restez fort, respirez profondément, et ne laissez jamais personne vous prendre votre oxygène.